Dans le deuxième séminaire de ce triptyque, il y a 3 semaines, me semble-t-il, nous avions parlé cette fois d'immortalité. Et on avait plus ou moins conclu, là aussi de façon transitoire, que l'immortalité était le sens ultime de la mortalité, puisqu'on s'est rendu compte que la mortalité, ce n'était pas la décomposition organique, c'était une perspective particulière, et donc l'immortalité est le sens ultime de la mortalité, c'est ce qui permet à la narration de continuer, à la mise en scène de continuer à s'exprimer, et au désir d'être de s'expliciter en quelque sorte, de continuer à se raconter. On trouve, d'ailleurs, on avait parlé même des rites funéraires, où on voit bien que le rite funéraire, et même par exemple si on pense au temple égyptien, funéraire égyptien, où on maintient une sorte de continuité, mais une continuité dans la mise en scène, pas seulement une narration qu'on se raconterait à soi-même, c'est-à-dire avec des éléments de la vie quotidienne, etc. Alors aujourd'hui, on va parler d'immortalisation. Vous voyez, le premier, immortalité, concept lui-même. Deuxième, immortalité, on a plus parlé de religiosité, de ce désir d'être en lui-même. Et là, immortalisation, c'est-à-dire l'effectivité de cette immortalisation, de cette idée d'immortalité. On va encore aujourd'hui osciller entre les deux axes. Tout au long du séminaire, on avait oscillé entre ces deux axes, l'axe de la plausibilité et de la désirabilité, c'est-à-dire est-ce que c'est plausible, est-ce que c'est désirable? Si c'est plausible, est-ce que c'est désirable? Et on va commencer par évoquer les justifications qui sont pas seulement exprimées par les transhumanistes, mais exprimées par les groupes d'individus qui sont favorables à cette immortalisation. Alors évidemment, une immortalisation, comme je vous disais, qui est effective, donc techno-scientifiquement assistée. Je pense en particulier à un transhumaniste revendiqué, Robert Freitas, qui énonce un certain nombre de faits. Il nous dit le typhon au Bangladesh en 1970, 1 million de morts. Gengis Khan en 1325, la prise de la ville perse d'Hérat, pendant une semaine il est arrivé à plusieurs centaines de milliers de morts. La peste, 15 millions de morts. La Deuxième Guerre mondiale, 9 millions par an. La pandémie d'influenza en 1918, 22 millions, d'après ce que dit Robert Freitas. Là, on est dans son schème dans ses chaînes de justification. Et à côté de ça, on nous dit la mort dite naturelle, mais ça serait à expliciter aussi. Qu'est-ce que ça peut signifier, mort naturelle? La mort dite naturelle, 52 millions par an. Et pourtant, tout le reste nous effraie. Et il y a encore des gens, nous dit Freitas, qui essayent de prétendre que la perspective de l'immortalisation serait effrayante. Alors il faut savoir, nous dit-il, soit la perspective de l'immortalisation est effrayante, mais à ce moment-là, il ne faut pas s'effrayer pour des pandémies qui font 22 millions de morts et toute une série d'autres choses, puisque finalement, la mort naturelle fait le boulot encore mieux. Donc, on avait vu aussi la dernière fois, et ça, c'est peut-être ce que nous dit, ce que veut nous dire Freitas, même s'il ne le dit pas de cette manière-là, que le refus de l'immortalisation, de la perspective même de l'immortalisation, revient souvent, quand on étudie les discours, quand on approfondit les discours, revient souvent à ce que Nietzsche démontre assez bien dans la généalogie de la morale, c'est-à-dire transformer une incapacité ou ce que l'on croit être impossible en devoir. Alors pour commencer, j'aimerais, c'est un peu artificiel, mais évoquer 3 grandes phases dans 3 grands âges, même on pourrait dire, de l'immortalisation.
de l'immortalisation qui se veut effective, même si elle ne l'est pas, même si elle ne l'est pas complètement, même si ça, en dehors même du fait de savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais elle se veut effective en tout cas. Elle se veut effective, j'allais dire techniquement. On pourrait parler du premier âge de l'immortalisation avec le monde on pourrait parler même d'immortalisation archaïque, de méthodes d'immortalisation archaïque, avec les breuvages divers et variés, avec l'idée alchimique de transformer le plomb en or et par là même l'or signifiant le métal qui ne peut pas, qui est incorruptible symboliquement, et c'est se transformer aussi soi-même en or. Et puis on peut parler aussi justement de ceux qui se reconnaissent comme des alchimistes, c'est-à-dire les taoïstes en Chine, et qui là rêvent d'immortalisation à travers cette idée de qi, d'énergie, et à travers des pratiques qui font encore rêver les citoyens des sociétés industrielles avancées, c'est-à-dire les Français, les Américains, les Australiens, à travers ce qu'on appelle le Qigong, le travail sur l'énergie, où on a toute cette, on pourrait parler de mythologie, de l'alimentation du principe vital. D'ailleurs on dit nourrir la moelle, nourrir la moelle intérieure, donc cet imaginaire de la circulation, de ce qui nous nourrit. Et puis on a même aussi l'imaginaire de la rétention dans la pratique sexuelle, dans le Qigong, c'est-à-dire si on retient par exemple la semence, c'est comme si on retenait sa vie, comme si on retenait son principe vital. Alors on sait aujourd'hui, du moins on croit savoir, il faut toujours douter, que ça ne marche pas, que c'est même pas très très bon à la santé. Mais il y a toujours des gens qui continuent à pratiquer ça, parce qu'ils pensent que ça passe par des circuits qui sont des circuits plus subtils, des circuits énergétiques qui existeraient en deçà des flux, du flux sanguin, du flux, même la plupart des flux qui sont dans l'organisme, même du flux lymphatique. Cela dit, ça c'est une croyance qui est assez généralisée, qu'on retrouve aussi en Inde, cette idée que la vie c'est un principe circulant et que lorsque on arrive à toucher directement ce qui circule le plus et de façon plus subtile, par des jeux de canaux internes, par des jeux de digues et de débordements, eh bien on maintient en permanence son principe vital. Et en quelque sorte, les structures plus solides de notre organisme, donc qui sont plus visibles, même en passant par ce qui est gazeux, d'où les pratiques même du yoga en utilisant la respiration, parce que ça serait ce qui est plus gazeux, donc plus proche de cette énergie qui, elle, n'est pas visible, n'est même pas qu'on peut sentir, mais qu'on peut à peine sentir. Et puis ensuite, ça aussi aurait un effet sur le flux lymphatique, et puis sur le sang, et puis ensuite sur notre composition physique. Mais en réalité, le principe, ça serait d'agir directement sur ce qui est le plus fluide, le plus impalpable, qui serait considéré comme étant plus essentiel. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le nomme, on dit c'est l'essence de la vie. Donc ça serait le premier âge de l'immortalisation, d'une immortalisation qui se veut effective. Le deuxième âge d'une immortalisation qui se veut effective, je dirais, comme j'avais parlé d'immortalisation archaïque, là on est dans l'immortalisation moderne. Je passe vite, hein, c'est juste pour pouvoir faire des petites catégories. Alors, l'immortalisation moderne, on pourrait aussi dire que c'est une immortalisation positiviste, c'est-à-dire qu'on croit tout connaître du corps, on croit qu'on s'approche de la réalité matérielle de ce qu'est le corps est un fait, et en s'approchant de cette réalité matérielle, plus on s'en approche, plus on peut agir sur lui. Et il y aurait cette idée, et c'est une idée qui a germé depuis un certain nombre d'années, qui a germé au cours du XXe siècle, que finalement la mort serait programmée. Et que la mort, elle serait programmée dans nos cellules elles-mêmes. Et ça a engendré toute une série de stratégies d'immortalisation qui se sont révélées par la suite fallacieuses. C'est pour ça que je dis que c'est l'étape moderne ou positiviste, si vous voulez, qui se sont révélées fallacieuses. Je vous en donne une, c'est celle que j'appelle l'hypothèse du corps de sperme, avec mes étudiants. Pourquoi est-ce que j'appelle ça l'hypothèse du corps de sperme? Parce que comme vous le savez, mais ça va nous servir ensuite pour la troisième
le troisième âge, ou la troisième grande phase de l'immortalisation. Comme vous le savez, notre organisme est composé de 3 types de cellules. Après, il y a une multitude de cellules spécialisées, diverses et variées. Mais il y a 3 types de cellules. Il y a les cellules de base, c'est-à-dire les cellules dites somatiques, les cellules qui composent notre corps. Et ces cellules, elles ont une caractéristique, ces cellules qui composent notre corps, elles ont une chronologie. Cette chronologie, elle est déterminée par quoi? C'est-à-dire un âge, elles ont un âge. Elle est déterminée par une petite queue qui est au bout de la cellule, qu'on appelle le télomère. Et ça veut dire que les cellules, elles se reproduisent en permanence, parce qu'elles se divisent. Alors que notre organisme, au bout d'une vingtaine d'années, notre organisme est entièrement refondu en quelque sorte. Il n'est pas ce qu'il était avant. Et donc, chaque fois qu'elle se divise, le télomère enregistre cette division, cette information. Et sa manière d'enregistrer cette division, c'est de se raccourcir. C'est ça, les cellules somatiques. Puis il y a un deuxième type de cellules, c'est les cellules dites sénescentes. Sénescentes. Ça veut dire, c'est les cellules qui ont en quelque sorte accompli leur quota de division. Elles ont accompli leur quota de division, donc elles ne se divisent plus, elles n'ont plus de télomère. Enfin, en tout cas, c'est fini. Et ça serait ça, la programmation. C'est ça qui a donné le sentiment aux scientifiques que, ça veut dire que nous sommes programmés pour mourir. Quand on dit l'homme pourrait vivre ou devait vivre jusqu'à 120 ans, vous savez, ce fameux âge qui est souvent évoqué, vous avez entendu parler de cet âge, on dit 120 ans, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à cette chronologie-là, c'est par rapport à la chronologie cellulaire. Parce qu'on sait qu'à partir d'un certain âge, au bout d'un moment, si on a trop de cellules sénescentes, l'organisme finit par ne plus pouvoir fonctionner dans son ensemble. Et donc il se dégrade, et donc c'est la mort. Et on a en fait un troisième type de cellules. Ce sont les cellules séminales. Parce que vous avez bien remarqué, quelque chose qui a l'air d'aller de soi, mais lorsque 2 humains font un enfant, ça se fait encore comme ça, 2 humains, mais peut-être pas pour très longtemps, profitons-en. Donc lorsque 2 humains font un enfant, l'enfant n'a pas l'âge des humains en question. S'il n'y avait que 2 types de cellules dans l'organisme, ça veut dire que puisque ce sont des cellules que nous transférons, s'il n'y avait que 2 types de cellules, ça veut dire que quelqu'un qui ferait un enfant à 16 ans, il ferait un enfant qui aurait un âge différent de celui qui fait un enfant à 30 ans, ou à 35 ans, ou à 40 ans. Ce n'est pas le cas. Et donc, comment est-ce possible? C'est simple, c'est que la caractéristique des cellules séminales, c'est que ce sont des cellules sans âge. Ce sont des cellules qui n'ont pas de télomère. Alors, un certain nombre de scientifiques, de médecins, c'est ce qu'on appelle la limite d'Affleck aussi, l'idée qu'on arrive au bout d'un processus de division, ça serait une limite qui, soi-disant, serait infranchissable. Et donc il y a eu cette espèce de rêve, je vous dis dans la deuxième phase, de franchir cette limite d'Affleck, la limite du nombre de divisions par cellule. Alors ce rêve, c'était le rêve de la détélomérisation. Et c'est pour ça que je dis que c'est le mythe du corps de sperme. C'est-à-dire c'est en quelque sorte transformer son organisme avec des caractéristiques qui seraient des caractéristiques séminales. Alors ça n'a pas marché, parce qu'en fait, on s'est progressivement rendu compte que la division cellulaire et cette programmation, c'est-à-dire le télomère, avait un intérêt, c'est-à-dire qu'il permettait de mieux répartir l'énergie. Ce n'était pas pour nous tuer en quelque sorte. Qu'il y avait ce télomère, ce n'était pas pour nous tuer, mais c'était un programme utile, c'est-à-dire c'était un pilotage de l'organisme. Par exemple, on pourrait dire, lorsque on commence à avoir des cheveux blancs, effectivement, c'est un signe de vieillissement, mais en même temps, c'est un processus qui permet à l'organisme de se concentrer sur les fonctions vitales. Donc, si on construit un corps complètement détélomérisé, on construit un corps qui est soumis, qui peut être, soumis à une sorte d'anarchie. Et d'ailleurs, ce qui s'est produit lorsqu'il y a eu des tentatives de détélomérisation sur des rats, c'est que ça a produit quoi? Ça a produit ce phénomène organique qui consiste dans la division cellulaire anarchique, c'est-à-dire des cancers.
C'est-à-dire, ça produit des cancers, donc ils meurent encore plus tôt. Donc il y a eu cette idée qu'on est programmé, qu'on serait programmé pour mourir, alors qu'en réalité, même on pourrait dire philosophiquement, on se demande pourquoi on serait programmé pour mourir, alors que tout concourt, dans la définition même du vivant, tout concourt à résister à l'inertie anthropique. Donc ne serait-ce que du point de vue logique, peut-être qu'on aurait dû réfléchir un petit peu à cette lutte perpétuelle qui est celle du vivant, en se demandant mais pourquoi est-ce que le vivant se retournerait contre lui-même, contre son propre principe de survie, pour il se programmerait pour mourir? Parce qu'ils sont pas tous, parce qu'une fois qu'une faculté le produit, après c'est... Peut-être qu'il y a la question, peut-être qu'il y a la question de la reproduction, et ça c'est ce que dirait Richard Dawkins. Je crois que je l'avais parlé dans un précédent séminaire, où Richard Dawkins, en dehors de son best-seller sur l'athéisme, c'est un peu le Michel Onfray du monde anglo-saxon. Mais Richard Dawkins, il dit quelque chose de plus intéressant que quand il parle d'athéisme et de toutes ces choses-là. Il dit que nous croyons que nos cellules, c'est-à-dire nos gènes, travaillent pour nous, alors que c'est exactement le contraire. C'est que nous travaillons pour elles. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce séminaire où je vous avais dit, mais le projet transhumaniste, c'est d'apprivoiser les cellules, de les forcer à travailler pour nous malgré tout, et donc ça voudrait dire qu'on serait le seul organisme dans l'histoire du vivant qui obligerait ses propres cellules, ses propres gènes à travailler, non pas pour eux-mêmes en nous utilisant, mais à être l'esclave d'un organisme qui serait l'humain, si on suit la théorie de Richard Dawkins. Puisque si ensuite on hypothèse, c'est-à-dire qu'effectivement la mort est un processus qui est au service finalement des cellules, de la survie des cellules, c'est-à-dire la reproduction, à ce moment-là on pourrait dire, qu'est-ce que je voulais dire? Enfin bon, voilà. Oui, on pourrait dire que l'immortalisation effective, elle court-circuite, elle trahit en quelque sorte l'objectif de la perpétuation des cellules. Puisque elles veulent, ce qui compte, c'est qu'elles se perpétuent d'un organisme dans un autre, alors que là, on les met à notre service, pour notre objectif et pas pour le leur. Ça renverse, en quelque sorte. Donc, ce que j'appelle la troisième phase, c'est la phase actuelle, c'est celle-là dont on va surtout discuter, d'immortalisation. C'est l'immortalisation par transformation, pas en allant au-delà des mécanismes qu'on est supposé, qu'on essaierait d'utiliser, mais par transformation de la structure même de l'organisme, et qui se traduit par exemple sur la question de la programmation, non pas par la détélomérisation, mais par la retélomérisation. C'est-à-dire qu'il se traduit par le fait de reprogrammer, non pas de se dire qu'on va transformer l'organisme en, comme je disais, le mythe du corps de sperme, en une série de cellules qui n'ont pas de télomères, qui sont sans âge. Alors, cet âge, cette troisième grande phase d'immortalisation effective, elle se traduit par 4 stratégies. J'ai pu trouver 4 stratégies, classer 4 stratégies. Et l'intérêt de ces stratégies, c'est que de la première jusqu'à la 4e, elles s'imbriquent les unes dans les autres. C'est-à-dire que la stratégie 1 est ce qu'elle est, puis la stratégie 2, elle se superpose à la stratégie 1, la stratégie 3, elle se superpose aux 2 premières, et la 4e, elle est l'aboutissement, enfin de la synthèse de toutes les autres stratégies. Et elle donne le fin mot du sens de toutes les stratégies précédentes. La première stratégie, c'est la stratégie que j'appelle mécanique. La stratégie mécanique, c'est la stratégie du cyborg. On en avait déjà parlé de ça. La stratégie du cyborg, c'est le fait de s'hybrider aux machines. Vous savez, cette stratégie du cyborg, elle est fondée
sur la différence de vitesse d'évolution entre la vitesse d'évolution organique et la vitesse d'évolution technique. Et en montrant que la vitesse d'évolution organique, elle est sur une pente très faible, alors que la vitesse d'évolution technologique, elle est sur une pente qui se verticalise. Et donc, la seule manière, une des premières justifications de l'hybridation, c'est de dire qu'une des seules manières de résister à la sophistication des machines, c'est-à-dire nous-mêmes à continuer à être plus sophistiqués que les machines, c'est absolument irrésistible si nous restons sur cette pente-là. La seule manière, c'est d'anticiper en s'hybridant. C'est-à-dire en s'hybridant à ce qui va plus vite que nous. Et du coup, on n'est jamais dépassé puisque nous-mêmes, nous devenons en quelque sorte des objets plus sophistiqués. C'est d'ailleurs, quand je dis des objets plus sophistiqués, ça participait de ce que j'ai appelé l'objectivation du sujet. Vous vous souvenez, je disais qu'il y avait deux voies. La subjectivation de l'objet, c'est-à-dire les objets intelligents, les smartphones et autres, et puis une autre voie qui est l'objectivation des sujets, et là c'est vraiment l'objectivation des sujets. Mais la deuxième raison dont je n'avais pas parlé, ou très peu, ce n'est pas seulement pour rattraper les machines, ou du moins pour ne pas être dépendant des machines, être en avance en quelque sorte tout le temps sur elles, mais c'est pour devenir nous-mêmes un objet éternellement, continuellement réparable. C'est l'immortalité mécanique, l'immortalisation mécanique. On est dans une... Alors ça se traduit, cette logique de la réparation, mais ça vous dit déjà quelque chose, parce que c'est des choses qu'on avait développées pour d'autres cas. C'est une prothétique augmentative, c'est vraiment le cas de la prothétique augmentative, par extension réparation, et par expansion nouvelle capacité, qui se traduit par une réparation sans fin, mais une réparation sans fin qui, chaque fois, s'améliore, avec des améliorations. La deuxième stratégie, c'est la stratégie cellulaire régénératrice. Avec toutes les techniques régénératrices dont on a parlé, avec le télomère, la reprogrammation des télomères, le rajeunissement cellulaire, et avec pour objectif, non pas la résistance, mais le rajeunissement, l'inversion du processus de vieillissement. Avec l'utilisation de ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie de synthèse. Alors pourquoi je vous avais dit que la deuxième phase, enfin la deuxième stratégie, elle utilise déjà la première stratégie. Mais parce que dans la deuxième stratégie, comment est-ce qu'on arrive à ça? On arrive à ça avec des nanorobots qui ont la taille des cellules. Pourquoi faire? Ne serait-ce que pour contrôler l'organisme, pour contrôler la composition sanguine, pour évacuer les toxines métaboliques, c'est-à-dire des nanorobots qui soient des nanorobots un peu comme des éboueurs organiques, si vous voulez. Pour remplacer même des chromosomes défectueux, prévenir les mutations intempestives, et même réparer des cellules endommagées. C'est pour ça que je vous disais qu'on est certes dans une logique de rajeunissement cellulaire, amélioratif du point de vue cellulaire, mais en même temps, on utilise aussi la mécanique. Mais dans le premier cas, on est seulement sur la mécanique, dans le remplacement mécanique. Dans le deuxième cas, on est dans le cellulaire, mais qui mobilise le mécanique. Troisième stratégie, la stratégie par la reproduction, par la génétique. Et là, on s'approche petit à petit de la dernière phase, de la dernière stratégie. Là, c'est essentiellement le clonage, mais qui pose un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que si on considère que le clonage, c'est une forme d'immortalisation, pourquoi on considère que le clonage est une forme d'immortalisation? Parce qu'on considère que ce qui compte, c'est la préservation de l'information cellulaire.
la préservation du complexe organique dans son ensemble. Ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes d'emblée, parce que finalement, le clonage pourrait n'être qu'un nouveau mode de reproduction. Moi, je pense que le clonage, un jour, pourra fonctionner, mais comme un nouveau mode de reproduction. Donc, un certain nombre d'individus disent « Ah, mais oui, mais le clonage, ça sera une manière de se perpétuer. » Mais est-ce que c'est vraiment nous-mêmes? Est-ce que c'est pas un autre nous-mêmes? C'est pas parce que, on avait vu, vous vous souvenez, quand on avait parlé de l'identité des indiscernables, ce qu'évoquait Leibniz, en disant il suffit que deux objets, même s'ils sont exactement pareils, soient posés à deux endroits, pour que ces objets, par définition, ne serait-ce que parce que leur situation est différente, eh bien, ils représentent ce que Leibniz pourrait appeler un point de vue différent sur le monde, un point de vue sur la totalité du monde, mais qui est forcément différent parce que c'est une perspective. Les objets ne sont que des perspectives, pour Leibniz. Et il suffit d'être situé dans un endroit différent, je vous disais, ne serait-ce que pour recevoir la lumière du soleil sur un angle très légèrement différent et donc avoir une structure très légèrement différente. Et donc avoir une expérience du monde, donc une perspective elle-même différente et donc une destinée différente, etc. Une insertion, une situation différente. En même temps, ça pose aussi le problème du passage entre un clone et un autre clone, quand bien même on pourrait... Imaginons qu'on soit capable de préserver, y compris les expériences du clone, jusqu'au moment où on passe à un autre. C'est-à-dire qu'il y ait un transfert total des expériences. En même temps, si on détruit l'un pour l'autre, ça veut dire qu'il y a un temps qui est un temps de néant. Or, la caractéristique, c'est qu'il y a un néant entre les deux. Or, s'il y a un néant entre les deux, que ce néant entre les deux soit d'un millionième de milliardième de seconde, ou qu'il soit presque une éternité, des milliers d'années, il suffit que ce soit une rupture, et c'est la rupture narrative, c'est-à-dire c'est la rupture de la mise en scène, donc c'est la rupture quelque part de la conscience de soi. Donc il y a quand même un certain nombre de paradoxes. Et puis enfin, il y a la quatrième stratégie, qui est la stratégie informationnelle. Alors la stratégie informationnelle, elle consiste à... C'est l'objectif ultime finalement de l'ensemble. Puisque la stratégie informationnelle, c'est de dire nous ne sommes qu'information. Mais dans les premières stratégies, on n'arrivait pas entièrement à le réaliser. Parce qu'on n'arrivait pas entièrement non seulement à le réaliser, mais à l'effectuer. Mais à partir du moment où on arrive à toucher la structure informationnelle, qui est tout ce que nous sommes, qui serait tout notre être, c'est pour ça que je parle d'ontologie informationnelle, à ce moment-là, on peut produire, impulser ce que certains transhumanistes, ou même des gens qui ne sont pas forcément transhumanistes, appellent le grand transfert. Voilà. Mais l'idée essentielle, c'est l'indépendance de tout support. Alors que dans les autres stratégies, on était encore dépendant du support. On pouvait l'améliorer à une vitesse qui est infiniment plus rapide que la vitesse à laquelle nos organismes se sont constitués, par exemple même dans la prothétique. Mais là, il y a une indépendance, c'est le rêve d'une indépendance totale vis-à-vis de quelque support que ce soit. Ça ne veut pas dire que les supports ne vont pas être ensuite utilisés, mais ça va être tous les supports possibles. Ça peut être un support purement numérique et qui reste un support numérique, où nous pourrions exister comme des avatars qui seraient nous, et nous pourrions nous démultiplier à l'infini. Là, on est vraiment, pour le coup, pas seulement dans l'extension de la durée, mais dans l'expansion du champ et des champs possibles d'existence. Ou ça peut être, c'est pour ça que je vous disais, ou ça peut être dans un organisme. Et dans un organisme qui soit un organisme de chair et d'os, puisqu'il y a cette image du support, et puis de ce qui ferait l'essence de ce support, cette espèce de formule informationnelle, de mémoire informationnelle.
ce qui pose, on le verra à la fin du séminaire, ce qui pose un certain nombre de problèmes, parce que ça nous renvoie, au nom d'un matérialisme qui est poussé à l'extrême, à une forme d'idéalisme, finalement. Parce qu'à la fin, il ne resterait que cette information, et la matière, on s'en fout, la matière, on peut se transférer. Donc comme s'il y avait quelque part un dualisme avec la prééminence de ce qui serait l'information, qui ne serait pas matériel. On se demande du coup ce que c'est. Ce sera la dernière partie du qu'est-ce que ça peut bien être cette information, puisque tout se résout à ça. Même lorsqu'on parle génétique aujourd'hui en transhumanisme, on parle d'information. C'est une information génétique. Et c'est d'ailleurs pour ça que, ensuite, l'objectif c'est d'être un être de pure information, de retourner en quelque sorte à notre propre essence informationnelle, ce qui permet de dépasser toutes les autres stratégies. Sans limite, d'être dans l'uploading perpétuel. Alors, autre petite remarque par rapport à ces 4 stratégies. Dans les 2 premières stratégies d'immortalisation, c'est une immortalisation sans accident. Ça veut dire qu'on a beau être avec des prothèses très sophistiquées, avoir toutes les prothèses possibles, imaginables, les plus sophistiquées. Si on a un accident d'avion suffisamment violent, par exemple comme celui qui a eu lieu dans le sud-est de la France très récemment, a priori, c'est quand même fini pour nous. Donc c'est de l'immortalisation en termes de mort naturelle, mais qui ne nous protège pas contre l'accident. Dans la phase, dans le deuxième, c'est la même chose. Hein. C'est pas parce qu'on a des cellules performantes, des cellules de plus en plus performantes, entièrement réparées, perpétuellement réparées, qu'on échappe à une destruction, à une bombe. Pour dire des choses qui sont à la mode, accident d'avion, ou des bombes, pour le coup. On n'y échappe pas quand même. On a beau avoir des cellules très sophistiquées. En revanche, c'est là où il y a déjà une différence. Dans l'immortalisation des 2 derniers types, dans le premier type des 2 derniers types, c'est-à-dire par le clonage, a priori, on pourrait imaginer que l'information génétique elle-même a été conservée. Puisque c'est l'imaginaire que c'est cette information-là, donc après tout, on peut la garder. Ce qui pose aussi un problème de savoir si cette information, c'est la conscience de soi, qu'est-ce que c'est que cette conscience de soi qui est laissée de côté dans une boîte en attendant de l'utiliser au cas où il m'arrive quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'arrive quelque chose, le me possessif pour le coup. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qu'est-ce que c'est que cette démultiplication d'êtres qui sont des êtres potentiels, potentiellement là pour me remplacer au cas où? Ça pose quand même des problèmes. Et puis il y a avec le tout uploading, comme je vous disais, il y a la question du tout uploading, où là, c'est une immortalisation aussi où certains transhumanistes ont imaginé qu'il peut y avoir une sorte d'uploading, vous savez, comme dans votre ordinateur, où c'est téléchargé à distance, toutes vos expériences sont téléchargées à distance, on va dire toutes les 2 minutes, ou toutes les 30 secondes. Et donc, bon, voilà, si vous avez un crash en avion, bon, vous allez perdre les dernières 30 secondes. Mais bon, si ça se trouve, c'était pas si intéressant que ça. Ce que vous faisiez pendant les années. Mais ça pose le même problème, c'est-à-dire ce qui a été téléchargé jusqu'aux dernières 30 secondes, qui est ailleurs, on se demande ce que c'est, c'est-à-dire ça nous repose toujours cette question de qu'est-ce que l'information, comment est-ce que cette information devient active pour mettre en scène la conscience de soi. Si cette conscience de soi est déjà présente dans cette information qui reste emmagasinée pour m'être utile au cas où je disparaisse par accident, il y a quand même quelque chose d'extrêmement cruel, parce que la plupart du temps, par définition, un accident, c'est seulement accidentel, donc ça arrive probablement, ça arrive moins souvent que le reste, c'est ça la définition de l'accident. Ça veut dire qu'on condamne une sorte de conscience de soi, de substitution, qui reste enfermée comme un génie dans une lampe, mais qu'on ne frotterait jamais, sauf en cas d'accident.
voyez, c'est quand même cruel, je trouve. Alors, on pourrait dire aussi que dans l'hypothèse 2 et 3, mais d'ailleurs on peut le retrouver aussi dans l'hypothèse 1 et 2, les stratégies 1 et 2, il semble qu'il y ait ce risque que j'avais déjà souligné de la perte de singularité par souci de préserver l'identité. De préserver une certaine identité, ce qu'on se représente comme étant une identité, de préserver une continuité. Et en fait, de finir par perdre cette continuité. Puisque, vous voyez, c'est caricatural dans le dernier cas, si vous existez en pouvant vous transférer, vous pouvez vous transférer aussi dans plusieurs avatars en même temps. Des avatars qui peuvent être des avatars numériques ou des avatars qui peuvent être des avatars physiques, physiologiques, etc. Et donc, vous allez avoir une multitude d'expériences et on peut se demander jusqu'à quel point il y aura préservation de ce qu'on peut appeler l'unité de l'être, mais sans le faire avec une grandiloquence philosophique, unité de l'être. Non, c'est-à-dire ce que les philosophes, pour le coup, appellent l'unité de l'expérience. L'unité même de l'expérience que nous avons de nous-mêmes. Comment est-ce que ça peut être préservé ? Et ça se manifeste dans un autre paradoxe, c'est que tout cela consiste finalement à préserver la subjectivité, mais à préserver la subjectivité par l'objectivisation. Donc ce qu'on veut, c'est préserver la subjectivité, la conscience de soi, etc. Mais on a le sentiment que le seul moyen de la préserver, c'est de se considérer comme un objet. Alors maintenant, sur la question un peu plus avancée de la question un peu plus avancée de la plausibilité de tout cela. Alors vous avez un célèbre gérontologue britannique, Aubrey de Grey, qui, lui, croit fermement à la possibilité du rajeunissement, en particulier sur la stratégie du rajeunissement cellulaire. Et il croit même que ce rajeunissement, effectivement, ne peut qu'à terme aboutir à l'immortalisation pour des raisons purement logiques. Pourquoi ça ne pourrait aboutir qu'à l'immortalisation pour des raisons purement logiques, d'après Aubrey de Grey ? Parce que chaque fois que l'on gagne 10 ans ou 20 ans, on gagne pendant ce temps la possibilité d'une nouvelle phase de régénération qui serait plus sophistiquée. C'est un principe qui a été repris par Ray Kurzweil, dit vivre assez longtemps pour vivre éternellement. C'est devenu un peu son leitmotiv de Ray Kurzweil. Aubrey de Grey, il appelle ce principe le principe LEV, Longevity Escape Velocity. Je vous dis au cas où, vous mettez ça sur Google si vous voulez avoir plus de... Et alors c'est quoi ? On pourrait dire, c'est la synthèse entre la loi de Moore, le fait que la technologie accélère, c'est-à-dire que ce qu'on va produire technologiquement dans les 5 prochaines années sera plus important que ce qu'on a produit technologiquement les 50 dernières années. Et donc ce qu'on va produire ensuite les 2 prochaines années sera plus important que ce qu'on a produit les 5 dernières années, etc., etc. Donc ça, c'est la loi de Moore. Et c'est la loi de Moore appliquée au rajeunissement qui ne peut donc qu'aboutir à l'immortalisation. C'est ça la logique de Aubrey de Grey. Alors on a des gens qui sont en apparence sérieux aussi, qui ont publié dans des revues
je prendrai pas, là je ne suis pas là pour prendre position sur le sérieux ou le non sérieux, je suis là pour réfléchir aux conditions pour l'instant de cette plausibilité, et ensuite à la désirabilité, comme on dira. Quelqu'un qui s'appelle Robert Freitas, qui est un chercheur en chirurgie, tout à fait sérieux, puisqu'il a publié nombre d'articles sur les nanotechnologies, la nanomédecine, la nanochirurgie, dans des revues, pour ceux qui sont universitaires, des revues de catégorie A en médecine, qui sont vraiment des revues internationalement reconnues, avec des classements internationaux de haut niveau, et où il propose finalement ça, ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il propose, il dit, en gros, on voit bien que l'évolution de la chirurgie, c'est une évolution obligatoirement vers une chirurgie augmentative et une chirurgie qui va petit à petit devenir même une chirurgie du rajeunissement et qui va faire le lien avec la régénération cellulaire, dans laquelle le chirurgien ne sera plus qu'un ingénieur de la machinerie humaine. Alors sur la question de l'immortalité, de ce que les anglo-saxons appellent digital immortality, l'immortalité digitale, moi ce qu'on pourrait appeler l'immortalité numérique, moi ce que j'ai appelé l'immortalité, la stratégie informationnelle. On a quelqu'un comme Stephen Cove qui donc lui a toute une théorie sur le cerveau qui fonctionnerait comme un ordinateur. Beaucoup d'autres ont cette théorie, mais lui il a une théorie assez sophistiquée. Mais il souligne quand même un certain nombre de problèmes. De problèmes de base, qui seraient des problèmes structurels. Mais vous savez que ça, je vous dis encore une fois, c'est pour ça que je l'ai évoqué la dernière fois, l'idée de numériser le cerveau, c'est quand même le flagship des programmes de recherche de l'Union européenne. C'est quand même 1 milliard d'euros. Ça veut dire que, et on ne va pas me dire, c'est impossible, que dans cette idée de numérisation du cerveau, dans ce qu'on appelle le Human Brain Project, il n'est pas l'idée que quelque part le cerveau c'est notre identité, et quelque part si on numérise entièrement le cerveau, on numérise notre identité, si on numérise notre identité, on peut la conserver, etc. Même si ce n'est pas dit explicitement, il y a beaucoup de gens qui participent au Human Brain Project qui pensent ça, tout à fait. Donc en tout cas, Stephen Cove, il émet un certain nombre de réserves, mais de réserves techniques, oui. Parce qu'il dit qu'il y a 3 grands problèmes. Lorsqu'on parle de cette espèce de stockage de l'information, en disant que l'être, ça serait cette mémoire, c'est le fait de lire ces informations. Ça pose de vrais problèmes de lire ces informations. C'est-à-dire qu'il faut les transférer, il faut les décoder. Comment lire ces informations? Qu'est-ce que ça? Si c'est vrai que nous ne sommes qu'informations, comment les lire? Qu'est-ce que c'est qui fait ce que vous êtes à travers cette information? Comment est-ce qu'elle peut être lue? C'est pas le tout de voir des signaux lumineux comme quand on regarde un électroencéphalogramme et qu'on a le sentiment qu'on est plus intelligent, qu'on connaît plus. Il y a quelque chose de tout à fait fallacieux. Il y a même quelque chose, je pourrais dire, de fétichiste chez les neurologues qui regardent l'électroencéphalogramme en étant d'un air ébahi, en se disant qu'ils comprennent plus, sous prétexte que telle zone serait la zone de l'apprentissage, et lorsqu'on demande à un individu de se concentrer de telle ou telle manière, cette zone devient bleue, elle devient rouge, elle se chauffe, etc. Oui, certes. Sauf qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on enlève cette zone, ou lorsqu'elle n'est pas là, eh bien, elle se substitue à d'autres zones, donc finalement, qu'est-ce que ça signifie vraiment? C'est seulement une expression, mais on ne sait pas ce qui est impliqué par cette expression. Donc ça, c'est un vrai problème. Le problème de traduction d'emblée, le problème de traduction. Et souvent, les transhumanistes comme Kurzweil, ils n'émettent pas de doute par rapport à ça. C'est la différence avec Stephen Cove. C'est que lui, il dit, attendez, il y a déjà un problème, moi je suis d'accord, j'aimerais bien. Il n'est pas contre, lui. Il ne dit pas, j'aimerais bien, mais attendez, la traduction, comment est-ce qu'on le traduit déjà? Comment on fait? C'est-à-dire, ces signaux, c'est des signaux, mais comment est-ce qu'on les traduit? On a le même problème aujourd'hui avec des gens qui veulent connaître l'entièreté de leur génome.
Mais d'un autre côté, oui, mais comment est-ce qu'on traduit? C'est-à-dire, là, il y a un problème de traduction. Alors c'est beau, c'est génial, on a le sentiment qu'on contrôle quelque chose, mais deuxièmement, il dit, une fois qu'on l'a traduit, to store them. C'est-à-dire comment on fait pour les... tous les stocker, merci. Voilà. Comment on fait pour les stocker? Parce que c'est un autre problème, vraiment, le stockage, qui n'est pas si évident. Est-ce qu'on peut les stocker de la même manière qu'on stocke? Est-ce que ce n'est pas une simple métaphore inapplicable, la métaphore informatique, qui, encore une fois, n'est pas remise en cause par la plupart des transhumanistes? Là, je fais une sorte de critique. On dit, ah, mais ça irait de soi. C'est là où on voit qu'on a une sorte de projection presque religieuse de la chose. Ça irait de soi, mais ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que, imaginons même qu'on arrive à faire cette traduction, comment est-ce qu'on la stocke, cette traduction? Et ensuite, le troisième problème, qui d'après Stephen Cove est le problème le plus difficile, le plus grave, difficilement surmontable, c'est pas seulement de lire, de traduire cette information qui pourrait nous rendre immortels, c'est pas seulement de la stocker, mais it's to animate them. Comment est-ce qu'on l'anime? Comment est-ce que ça devient un principe vital? Comment est-ce que ça devient vivant au sens où ça agit, ça décide, ça fait quelque chose? Est-ce que ce codage, est-ce que ce qui sera stocké, dans l'hypothèse on arrive à le stocker, on arrive à le décoder, comment est-ce qu'on en fait un principe qui ensuite reprend sa dynamique? Est-ce que ça, on peut le rendre dynamique? Il n'y a pas une réponse unique. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse. Comment? Il y en a plusieurs. L'imprimante 3D absolue ou l'émulation par un ordinateur. On va parler d'émulation et de simulation, c'est pas si évident que ça. La question de... Parce que, oui, c'est pas si évident que ça. Non, non. Parce qu'il est chercheur en informatique, Stephen. Enfin, il connaît assez bien ce type de problème. Il dit, mais justement, qu'est-ce que ça peut vous dire une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait ce décodage, qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on lui fait faire? Et ce qu'on lui fait faire, il y a le problème quand il veut dire animate them, qu'est-ce que c'est qui permet de dire qu'il y a cette fameuse conscience de soi, qui serait ce qu'on appelle la vie. Bon, il y a d'autres projets qui sont des projets assez drôles de Randall Cohn, je ne sais pas comment ça se prononce, K-O-E-N-E, un projet qui s'appelle le Carbon Copies Project. C'est un Californien. Et leur slogan, c'est « To make digital immortality real ». Et donc, eux, ils ont construit un roadmap, c'est-à-dire un plan en étapes spécifiques pour arriver à constituer des substrate independent minds, ce que je vous disais, c'est-à-dire des minds. En France, on n'a pas de mot pour dire exactement ce que veut dire mind, c'est-à-dire du mental, de l'esprit, enfin je ne sais pas, c'est-à-dire ni l'esprit au sens spirit, hein, ni le mental au sens mental, mais qui est mind, cette espèce, une sorte d'unité vitale, mémorielle, et active, et pour essayer de construire ça. Alors ça consisterait là pour le coup à scanner le cerveau. Et ensuite le transférer et comme cela on obtiendrait cette immortalité. Alors lui, il y a toute une série d'hypothèses mais qui sont un peu fumeuses me semble-t-il, mais qui sont intéressantes où ces cerveaux en quelque sorte, ces unités seraient disponibles, existeraient dans une sorte d'espace virtuel géant d'une très grande complexité, où chacun pourrait aller chercher ce qu'il veut en fonction comme une sorte d'open source. Il veut avoir une vie organique, tel type de vie organique pendant une dizaine d'années, il a ce type de vie organique, ou même pendant 2-3 jours, et puis après un autre type de vie organique. Donc en fait, nous ne serions plus que dans cet imaginaire-là, que des substrate independent minds, dans un monde numérique, et qui pourrait, à un moment donné, s'incarner au sens propre, d'une multitude de manières pour jouer leur vie. Alors, cela, ça pose... Maintenant, on a parlé de la plausibilité, on voit que la plausibilité, on ne peut pas arriver on peut pas arriver à avoir une opinion
rigoureuse enfin, sur la question de la plausibilité. Il est clair que le processus de développement technologique, il est effectivement plus rapide que le processus de développement organique. Il est clair qu'aujourd'hui, il existe des prothèses qui sont des prothèses innervées et où il y a possibilité de préhension et de sensation, c'est-à-dire dans l'un et l'autre sens. Donc oui, la définition de ce qu'était un corps, de ce qu'on appelle un corps, a déjà éclaté, c'est une chose. Mais est-ce qu'on peut arriver, est-ce qu'on doit souscrire à ce que j'appelle cette ontologie informationnelle? Ça, on ne peut pas prendre position là-dessus, et vous verrez que ça pose des problèmes même métaphysiques. D'ailleurs, là où je voulais en venir, ça pose un certain nombre de questions. Une question anthropologique, une dimension anthropologique, une question qu'on pourrait appeler religieuse, dimension religieuse, ou mythique, si vous voulez, religieuse. Et puis, une question métaphysique. C'est comme ça qu'on finira le séminaire sur la question métaphysique. Ça pose quels sont les paradoxes, les antinomies qui surgissent. Donc la question d'abord anthropologique. La question anthropologique, bon, l'anthropologie c'est une réflexion, une analyse sur le statut de l'homme. Le statut de l'homme par rapport au reste du vivant, le statut de l'homme par rapport à l'univers, ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie philosophique à la Kant, c'est lui qui parle d'anthropologie. Déjà, c'est un des premiers à parler d'anthropologie, mais ce n'était pas de l'anthropologie au sens de la paléoanthropologie. Donc, la paléoanthropologie, c'est le statut de l'homme dans l'ensemble du vivant, dans l'ensemble des formes telles qu'elles apparaissent. Et puis, c'est le statut de l'homme dans sa diversité, ça c'est l'anthropologie au sens anthropologie culturelle, en quoi il y a des différences, mais en même temps, c'est le rêve secret de chercher une unité, de restituer cette unité dans l'anthropologie culturelle. Alors, là, le problème que ça pose, c'est un problème qui est directement lié à l'histoire de l'évolution. On l'avait déjà évoqué, mais là, on peut l'évoquer plus crûment, parce que c'est l'immortalisation, si elle devenait effective, elle transformerait la place même d'une forme vivante particulière qu'est l'homme dans son environnement vivant. Parce que la première phase de l'évolution, c'est lorsque l'interaction entre les formes vivantes et l'environnement constituant des obstacles évolutifs, ces formes vivantes se modifient par adaptation, par sélection-adaptation. La deuxième phase, c'est la phase qui est représentée par l'homme, mais l'homme en particulier dans le tout début du néolithique ou la fin du paléolithique, c'est-à-dire au moment où comme dirait le roi Gourand, qui avait fait ce travail, par rapport à la pierre taillée, où les productions extérieures, qu'on va appeler la culture d'une manière générale, mais à l'intérieur duquel on peut comprendre la technologie, enfin la technique, leur évolution est plus rapide que l'organisme. Et ça a une conséquence, je vous le disais, en termes d'évolution, c'est que l'évolution des objets que nous fabriquons pour surmonter les obstacles évolutifs est plus rapide, devient plus rapide, anticipe en quelque sorte sur notre propre évolution organique, on l'avait déjà dit. Ça, c'est la deuxième phase qui caractériserait la spécificité, pour le roi Gourand, c'est ça qui fait la spécificité de l'humain. C'est ce différentiel de vitesse. C'est pas le fait que les animaux n'ont pas de culture, ils ont une culture, c'est pas le fait que les animaux n'auraient pas de technologie, ils ont une technique, ils ont des techniques, mais c'est que leur technique évolue moins vite que leur organisme pour s'adapter aux obstacles. Et c'est ce qui fait toute la différence, parce qu'à partir du moment où on est parti sur une vitesse d'évolution de ce que nous proposons, qui est plus rapide que l'évolution de notre organisme, ça va même produire un effet de stabilisation de notre organisme, parce que chaque fois, on va anticiper, avant que notre organisme se modifie. Et donc ça va creuser l'écart en quelque sorte. Et la troisième phase, donc ça serait celle-là, parce que cette immortalisation, elle n'est possible, je vous ai dit, puisqu'on est, vous vous souvenez, donc la troisième ère de l'immortalisation effective, c'est celle qui passe par quoi? Je dis par l'immortalisation transformatrice.
Et donc cette troisième, et c'est pas possible sans ça, cette immortalisation ne serait pas possible sans ça. Ce n'est pas en préservant les mécanismes déjà existants qu'on peut espérer l'immortalisation, c'est par la transformation structurelle. Et donc cette troisième phase, si elle devenait effective, elle poserait le problème anthropologique d'une espèce qui recommencerait à se modifier, mais à une vitesse supérieure à la première phase, et en plus, non pas en raison des obstacles évolutifs, puisqu'il s'agirait de se transformer volontairement, en quelque sorte, stratégiquement, et non pas de s'adapter aux conditions qui nous poussent à nous adapter. Et donc ça serait une troisième phase où la morphologie humaine se modifie à nouveau, alors qu'au contraire, c'était, on pourrait dire, une des formes vivantes qui se modifiait le moins en raison de ce que je vous disais, puisqu'il y avait ces phénomènes d'anticipation. Mais là, on redeviendrait l'inverse, la forme vivante qui se modifie le plus, mais pas en raison des obstacles évolutifs. Donc ça, on pourrait dire que dans une certaine mesure, c'est une troisième phase dans l'évolution. Donc ça, oui, c'est ça, pour moi, la dimension anthropologique de la question. Après, il y a la dimension anthropologique du point de vue culturel, mais ça, on pourra discuter peut-être un peu plus tard. Sinon, on parlera de démographie, dimension, ce que j'appelais la dimension sociale plutôt. Là, je pensais anthropologique au sens plus fondamental de la définition de l'homme, sans entrer dans le détail de ce qui fait l'homme dans son rapport aux autres. Donc, deuxième grande dimension du problème, la dimension religieuse. Parce qu'on ne peut pas manquer de remarquer que ces quatre stratégies que j'évoquais, définissent une sorte de processus de libération de la matière, de notre matière constitutive. Et ça, c'est quand même aussi assez proche des eschatologies religieuses. Eschatone, l'idée d'une fin dernière qui nous libérerait de l'inertie, de la lourdeur, de la souillure même de la matière. Ce serait une sorte de rédemption par la technique, aboutissant à cet être informationnel. On pourrait même parler de résurrection numérique. Et quand je dis qu'on peut parler de résurrection numérique, c'est que ce sont des expressions qui ont été utilisées par des chercheurs. Par exemple, je pense, je vous dirai un passage, parce que j'avais comment s'appelle-t-il, à Tripler, le physicien américain, qui parle justement de simulation et d'émulation, qui est professeur de physique mathématique à l'université de Tulane, que j'avais rencontré d'ailleurs, mais que j'avais rencontré à Édimbourg en fait, il était au département de philo, et qui a écrit d'ailleurs un livre qui a été un best-seller à l'époque, qui était Physics of Immortality, dont je vous ai déjà parlé. Parce qu'à un niveau plus profond, on peut même interpréter, et c'est ce que fait, parce que Tripler, sa caractéristique, c'est que c'est un chrétien convaincu, qui est même favorable, et qui est, convaincu de l'idée d'intelligent design, puisqu'il dit, puisque tout est numérique, nous ne sommes qu'information. L'information de notre être, c'est un programme, l'univers lui-même est un programme, et donc nous ne faisons que jouer, etc. On en avait déjà plus ou moins parlé, mais là, dans l'hypothèse de l'immortalisation, c'est comme si il y avait une sorte de promesse de jouissance perpétuelle sans entrave. Parce qu'il y a aussi cette notion de jouissance. Ça se présente comme un récit mythique et eschatologique. Il y a d'ailleurs même, on le retrouve d'ailleurs chez Ray Kurzweil, il y a d'ailleurs même, comme dans toute eschatologie, le moment de l'attente. Vous savez, le moment de l'attente où on attend les signes des temps à venir. C'est pas une attente passive, en quelque sorte on doit faire quelque chose aussi. Ça suppose une certaine attitude. Et d'autre part,
ça se traduit par les signes de l'événement, de l'apocalypse, de tout ce que vous voulez. Là, ça va être la singularité. C'est l'autre sens d'ailleurs de la singularité. La singularité, c'est pas seulement le moment où les machines deviennent plus performantes que les hommes, c'est le moment sans retour où l'homme est sur le chemin de l'immortalisation effective. Et c'est d'ailleurs pour ça que les machines ne pourront plus le dépasser. Donc il y a un lien entre immortalisation et hybridation homme-machine, aussi à ce niveau-là. Chez Kurzweil, ça se traduit par le concept de bridge, vous l'avez dit. Bridge 1, drug design. C'est-à-dire qu'on essaye de résister au maximum, de se modifier, d'accroître les capacités par ce qu'on peut, c'est-à-dire avec des drogues. Et Ray Kurzweil, il prend, je crois, 50 ou 60 types de pilules différentes pour pouvoir résister, lutter contre ceci, contre cela, contre cela, contre cela, contre cela. Hein? Bridge 2 sur les nanotechnologies. La réparation même génétique interne grâce à ces micro-objets qui ont la taille de cellules. Et enfin, Bridge 3, Bridge 3 c'est le grand transfert, ça y est, on est un être informatique, c'est la grande libération. Il y a quelque chose vraiment de religieux dans cette façon de concevoir les choses. Donc chez Frank Tripler, pour Frank Tripler, notre corps ne serait même qu'un ensemble, je vous lis d'ailleurs ce que j'ai écrit, parce que ça revient au même, pour le coup, là, qu'un ensemble d'informations simulées, ou plutôt émulées par l'ordinateur universel. Mais qu'est-ce que ça veut dire émuler? L'émulation, pour Tripler, et c'est une notion qui va être ensuite utilisée, c'est quand on fait une simulation, c'est qu'on sélectionne les informations sur l'objet. L'émulation, ça serait on a toutes les informations sur l'objet, donc c'est l'objet lui-même, puisque nous ne sommes qu'informations. Si vous voulez, c'est un peu comme vous voyez un présentateur à la télévision, ce n'est pas le présentateur tant que c'est une sélection d'informations sur le présentateur, c'est-à-dire tant que c'est un certain nombre de pixels. Mais on pourrait imaginer que, puisque tout n'est qu'information, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne sommes que les pixels, si nous ne sommes pas complètement cette image, c'est parce que c'est seulement un certain nombre de pixels, mais si nous étions tous les pixels, ça serait nous. Et donc, tout fonctionne comme si, à un moment donné, notre organisme, c'est une simulation dans un grand ordinateur, mais en fait là, en l'occurrence, une émulation. Pour Tripler. Alors il va émettre une théorie qui ressemble un peu à la théorie de Teilhard de Chardin, la théorie du point oméga, où il y aurait une sorte de libération ultime, où on deviendrait une sorte d'information totale, complètement consciente d'elle-même. On va dire que c'est à cheval sur Teilhard de Chardin et une sorte de dialectique hegelienne de l'idée qui prend conscience d'elle-même à travers sa propre histoire, à travers sa propre narration, et qui finit par se libérer de toutes les entraves matérielles. Mais version transhumanisme informationnel. Donc ça c'est pour cette dimension-là. Ah oui, d'ailleurs on a un petit article que je vous recommande, vous pouvez le trouver je pense sur internet, c'est le journal d'un homme immortel, écrit par un transhumaniste, Richard Dowling, et qui dépeint les étapes. Enfin c'est une très bonne synthèse d'une partie de l'imaginaire que je suis en train de vous décrire. Encore une fois, quand j'emploie le mot imaginaire, je ne veux pas dire ni que c'est vrai ni que c'est faux. Si j'emploie le mot imaginaire, c'est pour dire comment est-ce que se structure toute cette logique. Je vous avais dit que moi je ne crois pas qu'on ait accès au réel. Donc puisqu'on n'a pas accès au réel, l'imaginaire, ce n'est que la continuité de notre perception. C'est-à-dire qu'il y a un imaginaire scientifique, il y a un imaginaire de la rationalité, mais qui est nécessaire. Il y a un imaginaire même de la méthodologie scientifique, qui est nécessaire pour produire des informations scientifiquement valides. Mais c'est quand même de l'imaginaire, qui est efficace, qui permet de faire des machines, etc. Donc quand je dis imaginaire, je ne le dis pas de façon péjorative. Je répète parce que c'est qu'on va imaginer, justement. Donc le journal d'un homme immortel, Diary of an Immortal Man, où il décrit les étapes. Et alors c'est assez marrant parce qu'à la fin, l'étape ultime, après 150, 200, 300 ans, l'individu, l'être de l'individu est quasiment dans l'ordinateur et il y a un scientifique un peu facétieux
les empoisonne, il essaye qui appuie sur éteindre et qui dissout sa personnalité en 2 secondes, et donc il plonge dans le néant. On est jusqu'au bout, il plonge dans le néant, il essaye de résister au départ, et donc on voit à la fin du journal des sortes de formules qu'il arrive à peine à prononcer, de désarroi. On voit que c'est le cri agonisant de l'être informationnel en train de se dissoudre. Vous voyez, qui continue à essayer d'émettre des formulations sur l'écran d'ordinateur. Et à la fin, il y a XT, terminé. 3 points de suspension, c'est fini. C'est tout ce qui reste de lui. Alors maintenant, la dimension, avant de passer à la dimension métaphysique, je suis passé un peu vite, la dimension sociale. La dimension sociale, c'est ce qui a l'air souvent d'être problématique. Parce qu'on dit, bon, l'immortalisation, c'est bien joli. Imaginons que ce soit plausible. Dans la dimension sociale, on passe tout de suite à la désirabilité, mais là à la désirabilité collective. C'est bien joli, mais déjà, démographiquement, ça poserait d'énormes problèmes. Ça poserait des problèmes en termes de reproduction, de sexualité, d'économie, des repères, hein, d'inégalité, d'amour de ses enfants. Eh bien oui, puisque effectivement, il n'y aurait plus de raison d'avoir des enfants, donc plus de raison d'aimer ses enfants, puisqu'il n'y aurait plus de raison d'en avoir. Donc effectivement, le problème serait dissous. Problème aussi d'usure. Et oui, on ne peut plus avoir de créativité parce qu'on finirait par s'user. C'est parce qu'on est à un moment donné que d'un seul coup, on est dans cette espèce de naïveté, de l'être jeté dans le monde, qui progressivement découvre, a envie de faire un certain nombre d'expériences. Et puis, on perdrait aussi peut-être le désir de vivre, ce fameux désir d'être, parce qu'il n'y aurait plus cette tension qui est liée à cette projection de la limite de notre existence. Donc, perte du goût même de vivre. Je me demande si ce qu'on considère là comme des problèmes, démographie, société, organisation, économie, inégalité, amour des enfants, on prend l'exemple de l'amour des enfants, hein, ce ne sont pas, au contraire, des stratégies inventées par le vivant parce que l'on meurt. Donc ça serait dans ce sens-là peut-être qu'il faudrait le prendre. Je le livre à votre réflexion. C'est-à-dire que c'est parce que justement il y a ce que les transhumanistes appellent ce défaut, hein, mécanique ou tout ce que vous voulez, hein, qui fait que l'on meurt, ou même si ce n'est pas un défaut, c'est-à-dire qu'il se trouve qu'on meurt, hein, que la seule façon de préserver un peu de l'information accumulée, c'est à travers les enfants. Et donc c'est parce que l'on meurt. Mais si on ne meurt pas, ben oui, effectivement, il n'y a plus de nécessité d'avoir des enfants. Mais sauf que nous sommes en quelque sorte programmés pour aimer les enfants. Parce que c'est ce devenir qui est en jeu, c'est notre devenir qui est en jeu. Donc c'est normal qu'on s'attendrisse devant eux. Parce que qu'est-ce qu'on voit devant eux? Ce qu'on voit, c'est quelque part aussi une identification. L'amour, c'est aussi une question d'identification. Je vous dis, un cafard, on a beaucoup moins de difficultés à l'écraser, ne serait-ce qu'un chien. Pourtant, un chien, c'est déjà différent, mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est que le chien, il est déjà plus à notre niveau morphologique. Et puis, quand il nous regarde, on a le sentiment qu'on a une relation avec lui, donc on s'identifie. Donc, on s'identifie avec lui. Mais là, en l'occurrence, on est dans le niveau d'identification maximale avec les enfants, puisqu'on a aussi le sentiment de préserver quelque chose de nous. On a le sentiment de se voir encore plus directement que dans un chien, que dans les yeux d'un chien, à travers nos enfants. Plus directement que notre voisin. Mais est-ce que ces procédures-là ne sont pas là justement pour dépasser le problème plus fondamental de la mortalité, de la mort? S'il y avait une immortalisation, est-ce que ça constituerait un problème? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une adaptation, même une adaptation finalement plus facile, puisque le problème n'existerait plus, il n'y aurait plus de raison pour avoir la solution qui se caractérise par cet amour des enfants. C'est un peu triste peut-être. C'est triste pour nous qui, effectivement, sommes programmés pour, non même plus que penser, sommes programmés justement pour éprouver. C'est pour ça qu'on a du mal à le penser. C'est-à-dire qu'on est capable de le penser, mais on n'est peut-être pas capable, en l'état actuel, de le supporter sentimentalement, ce que je dis. Mais on est capable de le penser, en se disant que c'est forcément horrible. Parce que quand on dit que c'est horrible, effectivement, on fait appel à quoi? On fait appel à un sentiment quand on dit que c'est horrible. Mais c'est un sentiment qui serait inutile, finalement. Alors, c'est pareil pour la question de l'ennui. Parce que quand on pense à la question de l'ennui ou de l'usure du temps,
On est dans un rapport, effectivement, de l'urgence, de cette espèce d'urgence de la vie, et du vieillissement. Ce vieillissement, lui aussi, c'est lui qui participe parce que c'est une usure effective. Mais s'il n'y a pas d'usure effective, si c'est de la régénération, ça veut seulement dire qu'il n'y a pas un saut avec une perte pendant le saut. Et d'ailleurs, il y a je ne me souviens plus de son nom, je crois que c'est lui, celui que j'ai évoqué au début, ouais. Celui que j'ai évoqué au tout début. Oui, Robert Freitas, que j'évoquais au début, qui dit, parce que lui, il veut mesurer l'intérêt de l'immortalisation, pour justifier l'autre. Il dit, voilà ce que c'est, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, en disant, regardez ce que ça fait. Et après, il mesure, il dit, mais on gagnerait ne serait-ce qu'en énergie, c'est pas seulement, alors c'est pas seulement par égoïsme, parce que moi je veux exister de façon immortelle, et puis que je veux plus qu'il y ait d'autres générations, ça serait égoïste pour les générations futures, en quelque sorte, qui ne seraient plus des générations à venir. Il dit non, mais même du point de vue économique, du point de vue éducatif, il y a une perte, en réalité, chaque fois d'information, parce qu'évidemment, on a un certain type d'expérience. Vous avez vu tout le temps qu'on passe à éduquer nos enfants, pour leur transférer cette expérience, et c'est pas facile, et ils ne s'orientent pas forcément dans la direction voulue. Donc chaque fois, il y a une perte. Il y a un déchet en quelque sorte entre ce que nous voulons transmettre à nos enfants et ce qui est effectivement transmis. Vous imaginez s'il n'y avait pas de déchets et que chaque fois on se régénère et qu'en même temps, comme on serait dans un processus d'augmentation, on serait dans un processus de variation des expériences. C'est-à-dire que, comme on l'a dit dans un des séminaires, si on a un organisme qui se démultiplie ne serait-ce que dans les capteurs sensitifs, ça veut dire que notre situation est chaque fois nouvelle. Ça veut dire qu'on peut ressentir ce que ressent un avion à 900 km/h. On pourrait ressentir ce que ressent un Falcon littéralement aspiré à la verticale. On pourrait le ressentir, mais pas le ressentir seulement parce qu'on a mal au cœur, parce qu'on est dans l'avion. On pourrait le ressentir en quelque sorte parce que l'avion pourrait... Et donc à ce moment-là, s'il y a une multiplication des types d'expériences, c'est-à-dire que si ce n'est pas seulement l'extension mais l'expansion, comme disait Gilles Deleuze, des plans d'immanence. Gilles Deleuze parlait de plans d'immanence, c'est exactement ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication ad infinitum des plans d'immanence. Les plans d'immanence se démultiplient sans cesse. Ça devient une vie à proprement parler. Là, je reprends à nouveau Deleuze parlant de Leibniz. Ça devient baroque. Et on ne peut pas s'ennuyer dans le baroque, puisque c'est un baroque infini. C'est-à-dire qu'on a sans cesse, des variations, multiplications des expériences, puisqu'on a des variations, des multiplications même. Donc, s'il y avait extension linéaire, s'il y avait extension linéaire de la durée de vie, je dirais peut-être qu'il peut y avoir à un moment donné, surtout si c'est une extension linéaire qui en plus se traduit par un affaiblissement organique. Mais là, si c'est une extension qui se traduit par une amélioration organique, mais que en plus ce n'est pas seulement une amélioration linéaire, mais que c'est une expansion des plans d'existence. À ce moment-là, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut dire « je vais m'ennuyer, je vais faire ceci, je vais faire cela ». Ou non, là il y a une économie d'énergie. Il y aurait une économie d'énergie. Maintenant, c'est peut-être pas plausible. Mais je crois que ces problèmes, en tout cas, sont des faux problèmes. Ce sont des problèmes le problème démographique, il n'y aurait pas de problème démographique. Pourquoi y aurait-il un problème démographique? Évidemment, il y a une adaptation qui consisterait à ne pas se reproduire. Ou à ne plus se reproduire de la même manière, puisqu'en quelque sorte, on serait éternellement reproductible. C'est-à-dire que la reproduction n'aurait pas lieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne se reproduirait pas, c'est-à-dire qu'on reproduirait dans la continuité de l'expérience, dans la continuité de l'unité de l'être qui est le nôtre. Donc les expériences s'accumuleraient vers d'autres expériences. Donc la mémoire serait plus importante, donc on pourrait presque dire aussi la sagesse. Je pense que ça, en tout cas, ce sont des faux problèmes. Je ne pense pas que ce soit, don't get me wrong, je ne pense pas que ce soit désirable, la façon dont c'est envisagé. Complètement désirable et de cette manière. Mais néanmoins, je pense que là, ces problèmes ne sont pas des problèmes. Ne sont pas des vrais problèmes. Le vrai problème, pour moi, c'est le problème métaphysique. Justement, la dimension métaphysique.
Et c'est ce qui est dit. Vous savez, on avait parlé de la convergence NBIC. Et je vous disais que la convergence NBIC, aujourd'hui, elle était dépassée par la convergence BANG, c'est-à-dire que l'acronyme était dépassé par l'acrostiche. La convergence NBIC, donc nano, bio, intelligence artificielle, et c'est cognitive science. Donc cette convergence NBIC, elle est dépassée par BANG, parce que BANG, c'est B, c'est ce qui est premier, bits, c'est-à-dire morceau d'information, c'est-à-dire unité d'information, bits, des bits informatiques. A comme atoms, mais en fait voulant dire la structure de la matière elle-même, la matière dans ce qui la compose. N, neurons, voulant dire les informations cérébrales. Et enfin G voulant dire genes, c'est-à-dire ce qui compose le corps, le cœur de mes cellules, de l'information. Et donc là, la convergence BANG, ce qu'elle nous dit aussi métaphysiquement, c'est pour ça que je vous dis que c'est un acrostiche, parce que le bang, c'est pour faire référence, vous disiez, au Big Bang. Dire c'est une singularité, c'est le non-retour. C'est quelque chose qui ne se produira qu'une fois et qui change le sens du vivant. La convergence Bang, elle nous indique très clairement que nous ne sommes qu'information. Enfin, même pas que nous ne sommes qu'information, que le réel n'est qu'information. Et là, immédiatement, on est obligé de se poser la question. Ça veut dire quoi une information? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire une information? C'est substantiel ou c'est insubstantiel, cette information? Et on aboutit à ce que j'appelle un oxymore métaphysique. Pourquoi un oxymore métaphysique? C'est-à-dire que ça devient une sorte d'idéalisme matérialiste. Il y a eu de l'information, mais en même temps on vous dit ah non, mais la seule chose qui compte c'est matériel, c'est vraiment matériel, c'est de l'amélioration matérielle. Puis après, il y a quand même toute une rhétorique de l'information qu'on peut transférer dans n'importe quel support, donc comme si le support n'avait pas la même nature que cette information. Même si on finit par nous dire mais de toute façon même le support c'est de l'information. Donc c'est quand même plutôt contradictoire. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une information? Il y a des gens qui ont réfléchi à cette question de l'information. Et je pense encore à un de mes philosophes préférés, à Leibniz, et puis bien sûr aussi à Alfred North Whitehead, dont je vous ai déjà parlé, qui ont tous les deux réfléchi à cette question de l'information. Et en particulier, ils y ont réfléchi pour surmonter cette espèce d'antinomie qui court dans toute l'histoire de la philosophie et de la philosophie des sciences entre l'idéalisme géométrique et le matérialisme atomique. C'est-à-dire les deux interprétations sur ce qu'est le réel en tant que tel. Le réel, c'est soit une structure immatérielle, donc une harmonie, une sorte de code. C'est ce que pensait Pythagore, c'est ce que pensait Platon, c'est les fameuses idées platoniciennes. C'est pour ça que je dis que c'est de l'idéalisme géométrique, que nul d'entre ici s'il n'est géomètre d'ailleurs. Donc pourquoi géométrie aussi? Parce que c'est une simple position. Donc c'est l'harmonie de l'ensemble. Soit le matérialisme atomique, comme les épicuriens ou même Démocrite, c'est-à-dire, non, il y a une structure matérielle. Et je crois que je vous ai déjà parlé de ça, aussi dans un des séminaires, il y a impossibilité de résoudre. Ça constitue une antinomie. Parce que ceux qui sont idéalistes disent, mais si c'est un atome, c'est que si ça tient dans l'espace, c'est que c'est orienté. Si c'est orienté, c'est que ça a des parties. Si ça a des parties, ça veut dire que ça peut encore être partitionné, par hypothèse. Donc ça ne peut pas être, toute structure, ça n'existe pas. Et ce à quoi les atomistes répondent, mais vous, vos points mathématiques, qu'est-ce qu'ils sont? Cette structure, si elle n'a pas de substance, 1 million de points superposés les uns sur les autres, si ce ne sont que des positions, ne constitueront jamais un 11 de matière. Donc malgré tout, vous ne dites pas ce qu'est la matière. Et c'est là où Leibniz arrive, et il nous dit que finalement, c'est cette idée de monade, c'est que finalement le réel, c'est de la perception. C'est-à-dire que le réel, ce n'est qu'une perspective sur l'ensemble du monde. Mais la perception dans quel sens? Alors on pourrait dire, c'est la perception au sens, c'est un frottement. Mais alors si on dit frottement, ah mais on voulait dire, quand vous dites frottement, vous voulez dire qu'il y a donc deux structures qui se frottent, donc il y a deux objets qui se frottent. Non, non, non.
En fait, ce qui est essentiel, ce qui est premier, c'est le frottement. Alors que nous, on se dit, si ça frotte, c'est qu'il y a deux choses qui frottent. Mais en réalité, les deux choses, elles sont aussi un frottement. Donc en fait, il n'y a que des frottements, c'est-à-dire il n'y a que des perspectives. Alors, comment le dire de façon plus simple? Parce que je sais que quand je dis ça, c'est un peu difficile à comprendre. Donc comment le dire de façon plus simple? Regardez même, et ça, moi, je trouve ça assez fascinant, l'intelligence, ce qu'on pourrait appeler l'intelligence des mots. Qu'est-ce que ça veut dire une information? Une information, c'est ce qui donne une forme. C'est juste ça, c'est ce qui donne une forme. Donc une information, ce n'est qu'une trace. C'est une trace. C'est ce qui donne une forme, c'est-à-dire les pieds qui marchent dans le sable. Les pieds, qu'est-ce qu'ils font? Ils informent le sable de mon passage. Et je mets la marque de mes pieds dans le sol. Donc déjà, on a un paradoxe dans cette histoire d'information. Puisque quand on pense aux informations, quand on pense à une information, on a le sentiment de quelque chose qui peut être pris et stocké. Alors que l'information, ce n'est qu'un croisement, et un croisement volatile. Dès qu'on essaye de le stocker, c'est déjà une autre information, dans ma manière même de le stocker, puisque je reforme cette information. Parce que l'information, c'est ce qui donne une forme, c'est juste ça. Donc c'est une trace, c'est une empreinte. Alors Niels Bohr nous disait que toute l'information sur un objet, c'est l'objet lui-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire, toute l'information sur un objet? Tout ce qui informe l'objet sur lui-même, c'est l'objet lui-même, puisque c'est ce qui donne une forme. C'est la forme que l'objet se donne à lui-même. Il l'a déjà, il n'a pas besoin qu'on l'informe. Donc c'est là où la notion de monade intervient. Sans entrer dans le détail, parce que c'est un peu compliqué la notion de monade. Mais c'est un peu, on pourrait dire, c'est un peu comme un hologramme. Et je sais qu'on avait aussi déjà parlé de ça dans ce cours. C'est-à-dire qu'on a le croisement, on pourrait dire, de deux rayonnements. Et c'est ce croisement de deux rayonnements qui constitue un point qui finit par être ce que nous voyons comme étant une substantialité. Et donc, si on va jusqu'au bout de cette perspective, c'est pour ça que je dis, puisque chaque point est le croisement, finalement, de tous les rayons possibles, mais avec une intensité différente, chaque point constitue une perspective unique sur l'ensemble du monde. Et c'est pour ça que Leibniz attribue une grande importance à la clarté et au flou. Parce qu'il dit la différence entre une perspective et une autre perspective, ce n'est pas que l'une perçoit et que l'autre ne perçoit pas. C'est que l'une perçoit moins une chose pour percevoir plus une autre. Donc c'est seulement une question de gradation. C'est seulement une question de ma situation dans le monde qui perçoit tout mais qui le perçoit différemment. C'est ce qui fait la différence. Donc on pourrait dire que notre organisme lui-même, dans ce sens-là, est une mise en scène organique. Mise en scène d'une perspective. Et c'est dans la continuité, du coup, de la vie psychique et de la vie sociale. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas, sans faire d'analogie outrageuse, qui outragerait certains physiciens, même certains philosophes, est-ce que ce n'est pas ce que nous disent les physiciens dans la mécanique quantique, dans le monde microscopique? Est-ce que la matière, dans le monde microscopique, le monde quantique, ce n'est pas de la mise en scène? Puisque finalement, même sans aller au-delà de ce que l'analogie permet, là ce n'est même pas de l'analogie, puisque c'est ce que nous disent directement les physiciens quantiques, c'est qu'une particule au niveau quantique n'existe dans un sens que quand elle se détermine, et elle ne se détermine que sous le feu de la rampe, que sous les feux de la rampe. C'est-à-dire sous les feux de la rampe, d'un seul coup, elle se met à exister dans une certaine direction, qui n'est plus, c'est-à-dire que ce n'est qu'un champ de probabilité, mais qu'est-ce que ça veut dire, un champ de probabilité? Quand on dit le réel est probabiliste, on ne veut pas dire, quand on est dans le monde
subquantique. On ne veut pas dire que le réel est probabiliste parce qu'on ne dispose pas des instruments qui nous permettraient de percevoir clairement ce qui est. On veut seulement dire que ce n'est pas. C'est-à-dire que c'est un champ de probabilité, mais en définitive, ce qui fait exister, c'est l'exhibition. Donc c'est la mise en scène. Puis c'est ce que disent les physiciens de la mécanique quantique, ils disent c'est le spectateur aussi. Ah si. C'est une interaction. C'est quoi une interaction? Qu'est-ce que c'est une interaction? Une mise en scène. Ah non mais justement, une interaction. Mais c'est quoi une mise en scène quand je dis? Une mise en scène, c'est le fait qu'à un moment donné, je vous regarde, si j'étais seul, ça serait une mise en scène vis-à-vis de moi-même, ça n'a aucun intérêt, ça finit, c'est comme dans Vendredi ou les Lames du Pacifique de Tournier, quand on est seul, complètement seul, on se dissout. Justement parce qu'il n'y a pas de mise en scène possible. Dès qu'il y a interaction, paf, on interagit. Quand on interagit, vous n'êtes plus pareil parce que vous savez que je vous regarde et vous voyez que je vous regarde. Et moi, parce que je sais que vous êtes là, je ne me comporte pas pareil que si j'étais seul. Et donc ce qui me fait exister comme une sorte d'hologramme, c'est que je suis dans la mise en scène. Mais ça me fait exister, c'est-à-dire que sans ça, je veux dire, je ne suis rien. Et donc j'ai l'hypothèse que mon organisme lui-même, à un certain niveau, peut-être n'est rien. Que même ma composition matérielle n'est rien sans cette mise en scène. C'est une manifestation, c'est pas une mise en scène obligatoirement. Qu'est-ce que c'est une manifestation? Alors, regardez juste, madame, comme les mots sont intelligents. Qu'est-ce que c'est une manifestation? C'est justement l'autre mot qu'on peut utiliser pour parler d'un spectacle. Pour parler d'un spectacle. On dit, ah, ce soir, il y a une manifestation. Regardez, regardez, regardez. Oui, mais c'est pas obligatoirement une mise en scène. Une manifestation, alors je veux dire, se manifester, c'est forcément se manifester pour. Non. Parce que sinon on ne se manifeste pas. Ah ben si, on se manifeste pour. C'est-à-dire on ne se manifeste pas dans le vide du non-regard. On ne se manifeste pas. La manifestation, c'est ce qui veut dire aussi phénomène, ce qui apparaît. Les phénomènes, c'est le monde des phénomènes. Phénomène, ça veut dire ce qui apparaît. Mais ça apparaît à quoi? Il faut bien que ça apparaisse. Ça apparaît, voilà. Non, je comprends que vous ne puissiez pas l'imaginer sur le moment. Mais apparaître, c'est ce que ça veut dire. Non, ça apparaît pas point. Mais apparaître, je vais vous dire. Mais non, non, je comprends. Mais ça apparaît point, c'est simple, ça ne veut rien dire. Parce qu'une chose n'apparaît pas. Je sais, c'est difficile à réaliser. Parce que spontanément, mais je comprends, spontanément, quand on dit apparaît, vous dites ah, ça apparaît tout seul, en dehors de tout observateur. Le problème, c'est que non. Et le problème, c'est ça que nous montre la mécanique quantique. Justement, c'est que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Justement. C'est que l'apparaître en tant que tel n'a pas de sens. Mais il n'a pas de sens même structurel. Non mais non. Pour qui d'autre alors? Non, je comprends. Non mais juste ce que je veux vous dire, c'est que ce que vous dites, c'est exactement ce que pense tout le monde avant de faire de la mécanique quantique. Non, si. J'ai lu des choses sur la mécanique. Mais je sais, mais c'est exactement. Pas du tout comme ça. Ah bah si, je vous assure, même vous pouvez l'école de Copenhague, ce qu'explique Niels Bohr, c'est exactement ça. Non, il parle d'interaction, il parle pas de. Mais bien sûr, il parle d'un. Il parle pas d'un monde qui était. Mais qu'est-ce que c'est qu'une interaction? Qu'est-ce que c'est qu'une interaction? C'est un entrechoc, c'est des choses qui s'entrechoquent. Qu'est-ce que c'est ces choses qui s'entrechoquent? Non, c'est pas des choses justement. Justement, c'est en fait, la fameuse dualité en particulier. Alors pour être plus précis, en fait, il y a un champ. Ça c'est la théorie quantique des champs, effectivement. C'est la première mécanique quantique, mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui. La théorie quantique des champs, ça, c'est un peu dépassé. Mais bon, c'est la théorie quantique des champs. Voilà. Et un champ de quoi alors? Un champ de fraises? Non. Un champ. Comme il y a un champ. Comme il y a un champ de quoi? Comme il y a un champ entre la Lune et nous, entre la Terre et la Lune, il y a un champ. Non. La caractéristique de la théorie quantique des champs, c'est de nous montrer justement que ce sont des fluctuations du vide. Et quand on dit que c'est des fluctuations du vide, j'allais en venir là, ça ne veut pas dire que c'est le manque de quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est du non quelque chose. Les fluctuations du vide, ça veut justement dire qu'on n'est que dans un monde probabiliste. Et dans un monde probabiliste, ça ne veut pas dire que c'est un monde où on ne peut pas prévoir parce qu'on n'a pas les instruments pour prévoir. C'est-à-dire qu'on ne prévoit pas, mais c'est dans l'apparaître lui-même que les choses se configurent. C'est-à-dire c'est dans l'exhibition d'elle-même. Merci. Mais vous leur prêtez un sentiment qu'elles n'ont pas, les pauvres choses. Non, mais je ne prête pas un sentiment. Malheureuse. Je ne prête pas un sentiment. Mais d'ailleurs Schrödinger, au contraire, Schrödinger... Non, c'est pas l'anthropomorphisme. Non, c'est pas l'anthropomorphisme, c'est le contraire. C'est que justement, la vision que vous avez, vous, c'est l'anthropomorphisme. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez une vision de la particule comme des objets. Vous avez une vision causale, si. Vous avez une vision, écoutez-moi, vous avez une vision d'objets indépendants. Et donc quand vous dites, écoutez-moi, quand vous dites interaction,
vous pensez à deux objets indépendants qui s'entrechoquent, c'est-à-dire que vous pensez le monde quantique par analogie avec un ensemble d'objets qui interagiraient. Mais justement, la caractéristique du monde quantique, pourquoi est-ce que l'objet, on ne sait pas où il est? On ne sait pas où il est parce qu'il n'est pas déterminé. Il ne se détermine que dans l'action qui le visibilise. Pour les autres, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il a envie d'apparaître pour quelqu'un. Ah, j'ai pas employé le mot envie, madame. Justement. Non, mais je pèse mes mots, j'ai pas employé le mot envie. Ah, vous avez parlé de mise en scène, c'est ça? Mais j'ai pas parlé d'envie. J'ai dit que c'était la mise en scène elle-même qui constituait la réalité, parce que la mise en scène, c'est à partir du moment où le scénario est joué, que l'action est mise en œuvre, et donc que l'interaction a lieu, que se produit effectivement Je vous assure, c'est exactement ce que disent les gens qui... Je vous assure, c'est exactement l'interprétation de l'école de Copenhague, mais je vous accorde que l'école de Copenhague est fortement remise en cause aujourd'hui, puisque c'est la première interprétation. Mais c'est celle que vous évoquez, cela dit, puisque c'est la théorie des champs. Donc, ah, mais c'est ouais, non. Néanmoins. En tout cas, comment? Continuons, ouais, parce que... de toute façon, là, c'était... Je vais en arriver plus ou moins à ma petite conclusion pour dire que... Bon, j'ai parlé des fluctuations du vide, donc je passe. C'est un nombre de paradoxes. Premièrement, si on admet que tout est informationnel, ce que semblent admettre les transhumanistes, et si on va jusqu'au bout de cela, on ne comprend pas bien à quoi ça pourrait même servir de redécouvrir cette réalité informationnelle. C'est-à-dire que par soi et en soi, elle continuerait à exister en tant que réalité informationnelle. C'est-à-dire qu'on ne voit pas bien ce qu'ajouterait la technoscience. C'est-à-dire que la technoscience ne ferait que découvrir quelque chose, ou le mettre en évidence, ou surprouver quelque chose qui serait, de toute façon. Si c'est notre nature même d'être information, d'être entièrement informationnel. Être entièrement informationnel dans ce sens-là, dans ce sens de code. Au-delà, justement, du second principe de la thermodynamique qui tend justement à dissoudre toute information. 2. L'immortalité individuelle, on n'en a pas parlé parce qu'on en avait parlé une autre fois, se heurte à la non-éternité de l'univers lui-même. C'est-à-dire que si on ne fixe plus de limite à la mortalité humaine, parce qu'il y a une immortalisation, malgré tout, ça pose la question du substrat. La question du substrat, c'est-à-dire de l'écosystème, du substrat, elle ne s'oppose pas à nous parce que notre vie est trop courte. C'est-à-dire que comme notre vie est trop courte, on pense au substrat, justement, non pas dans les termes de notre individualité, mais au maximum dans les termes des générations futures, comme on dit. On dit, ah, pour les générations futures, c'est pas bien. Ouais. Il faudrait qu'on fasse attention aux gaz à effet de serre, à toute une série de choses. Mais on a le sentiment que c'est hors de prise. Alors que là, on se place immédiatement, avec cette idée d'immortalisation, dans ce qui va devenir du substrat. C'est-à-dire qu'on va durer plus que le substrat, peut-être. Ou en tout cas, on peut arriver à se programmer pour vivre plus longtemps que le substrat lui-même. Ce qui nous ramène à Bang. C'est-à-dire qu'il faut modifier le substrat. C'est pas possible sans modifier le substrat, puisque le substrat, lui, il a millions d'années, 2 millions d'années, 3 millions d'années, et puis après, ensuite, et donc de toute façon, il est aussi... 3, c'est le fameux problème que j'évoque plus ou moins à chaque fois, mais qui là peut s'articuler d'une manière un peu différente. C'est la question de la disparition de la forme, la dissolution de la forme. On le voit dans la 4e stratégie, la stratégie par numérisation, mais on le voit aussi dans les autres stratégies, mais effectivement dans la dernière, la stratégie par numérisation, c'est-à-dire le toute information, c'est la multiplication des avatars, la multiplication des espaces de vie, mais cette multiplication des espaces de vie, des avatars, etc., des expériences, ça modifie notre situation, ça fait peut-être qu'on ne s'ennuie jamais, c'est ce que je disais, c'est pour ça que je vous disais, à un moment, c'est un faux problème l'idée, on s'ennuie, on s'use, etc. Par contre, moi je vois un problème beaucoup plus grave, beaucoup plus profond et insurmontable, c'est pas celui de l'ennui, c'est pas le problème démographique, c'est pas toutes ces choses-là qui sont souvent soulignées, même dans les films de science-fiction, dans les romans de science-fiction. Mais c'est que, pour justement se mettre en scène, et donc pour pouvoir narrer notre vie, que notre vie devienne désirable, pas seulement désirable du point de vue sexuel, parce qu'on peut même imaginer
on pense à la sexualité. Mais on peut imaginer que sans reproduction, d'autres types de désirs se reconstitueraient. Il y a des gens qui peuvent ne pas faire l'amour, ne pas avoir de désir sexuel, mais qui peuvent recomposer des formes de désir tout aussi réjouissantes. Ça veut dire que toujours peuvent se constituer des désirs, mais le problème du désir, c'est que c'est par contre intrinsèquement lié à l'interaction, à mon sens, à la capacité à se raconter, c'est-à-dire à la capacité à tendre vers quelque chose avec les autres, c'est-à-dire que si les autres ne me regardent plus, si les autres ne répondent plus même à mon regard, mon discours en lui-même n'a aucun intérêt. Et même mon dialogue intérieur, lorsque je discute avec moi, lorsque je discute avec moi-même, donc je me dédouble en quelque sorte, c'est le fameux tu de Paul Ricoeur, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, c'est soi-même comme un autre, mais en même temps, un soi-même comme un autre, sans un autre effectif pour lequel je jouerai mon soi-même, n'a plus de sens. N'a absolument plus de sens. Mais ne serait-ce qu'au niveau le plus basique, la multiplication des plans d'existence, des plans d'immanence, engage à la multiplication des formes, et donc à l'incapacité, mais alors là, même pas la reconnaissance au sens psychologique, au sens du désir, etc., à la base, à l'incapacité à se reconnaître. Même à se reconnaître soi-même dans une certaine continuité. Or, ce qui est assez étonnant, et ce qui est assez, j'allais dire, fascinant, c'est que l'objectif, c'était quand même de perpétuer une identité, donc quelque chose que je vais appeler mon être, auquel je puisse m'identifier, qui continue, et du coup le fait que ça continue, j'ai conscience que ça continue, et je peux raconter le fait que ça continue, et je n'ai pas envie que ça s'arrête. C'est ça en gros, l'immortalité. Mais en réalité, est-ce que ça ne se sera pas déjà arrêté sans qu'on s'en rende compte, par la démultiplication des formes à travers lesquelles on ne pourra même plus reconnaître notre propre continuité? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on ne va pas oublier notre propre existence sans s'en rendre compte? Pour moi, le vrai risque, il serait là. Ça serait l'oubli de soi, sans se rendre compte qu'on est en train de s'oublier. Voilà. Si vous avez des questions, c'est bien. Si vous n'avez pas de questions, c'est bien aussi. Non, parce que je suis un peu fatigué, mais allons-y. J'aime bien les questions en même temps. Vous avez commencé une dernière phrase, pour se mettre en scène. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Ah, j'avais commencé une dernière phrase, ou ça, quand? Pour se mettre en scène, Je sais, qu'est-ce que j'ai dit? C'est les premiers. Mince, je ne me souviens plus. Ah oui. C'est que c'est toujours quelque chose qui ponctue ce séminaire, que je suis en train de vous parler, et au moment où je vous parle, vous voyez, vous me faites ça. Et donc immédiatement, ça devient soit désirable, en tout cas, il y a une tension dramatique entre nous qui fait que je vais répondre à la question, etc. Donc c'est ça la mise en scène. Et à partir du moment où j'ai face à moi quelqu'un où il y a une rupture même de continuité morphologique entre vous et moi, parce que vous avez choisi de ressembler à toute autre chose. Il n'y a plus de mise en scène possible entre nous parce qu'on ne peut même plus raconter une histoire commune. Et c'est comme l'histoire du cafard qu'on peut écraser parce que de toute façon, je ne vois pas ce que vous pourriez éprouver. Ce que vous pourriez éprouver, vous voyez? Et à la fin, comme l'identification à l'autre, elle suppose que je finis par m'identifier comme étant moi-même un autre moi-même, c'est-à-dire c'est aussi à travers les autres que je m'identifie moi-même comme étant quelqu'un, je vais perdre ma propre trace comme étant quelqu'un, si je me diversifie trop en termes morphologiques. Voilà ce que je voulais dire. Oui? C'est bon? Le risque, c'est de casser son miroir. C'est exactement ça. C'est de même plus être capable d'être narcissique. Mais qu'est-ce que c'est pour vous le double? Attendez, le quoi? Qu'est-ce que c'est pour vous le double, philosophiquement? Le double? Parce qu'il y a toute une littérature sur le double. Pour moi, le double. Pour moi, le double. Pour vous, qu'est-ce que c'est le double? Pour moi, le double, c'est la structure narrative de l'être humain. C'est-à-dire que les êtres humains ont avant tout besoin de se raconter, mais de se raconter par rapport à eux-mêmes et par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'ils sont fondamentalement mythomanes, ils racontent des histoires à travers leur manière de s'habiller, à travers la manière de se comporter. Ils ont des mimiques particulières qui ne sont pas seulement liées à l'efficacité de leur survie, mais qui sont liées au fait qu'ils veulent dire quelque chose d'eux-mêmes en permanence. Ils mettent des habits pas seulement pour avoir plus froid ou pour avoir moins chaud, mais parce qu'ils disent quelque chose avec leurs habits. C'est même l'élégance.
et ça peut être autre chose que l'élégance, et donc du coup, ce double, c'est la construction de cet être qui devient un être narratif qui finit par exister au-delà même de notre composition organique. C'est ça ce double pour moi. Et ce double, il ne supporte pas que ça s'arrête. Et c'est pour ça, parce qu'une histoire, on ne supporte pas que ça s'arrête. On veut que ça continue. Une histoire, c'est dans la continuité. Une histoire, c'est ça continue, ça continue, ça continue. Alors c'est le contraire de toutes les analyses, depuis Dostoïevski, Autorank, j'en citerai les criels. Je ne pense pas que ce soit le contraire, en tout cas sur Dostoïevski, je connais un peu. En fait, je pensais vraiment plus précisément à celle d'Autorank, parce que dans l'analyse d'Autorank, le double c'est le changement et c'est la mort. Et justement... mais ça, oui. Mais ça c'est autre chose, c'est l'ombre de la mort en quelque sorte. Ça c'est autre chose. Là c'est l'ombre de la mort justement, c'est l'ombre écrasante de la mort. Ouais. Mais en même temps c'est ça aussi pour moi. Et ce que je veux dire c'est que effectivement, quand on voit toute cette prolifération de clones et de doubles, j'ai tendance à dire c'est mauvais signe. Voilà, c'est un petit peu ce que je veux dire. Mais c'est pas incompatible. Ce que j'avais expliqué au premier séminaire sur la mortalité, c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est justement l'ombre. C'est le double. Mais c'est pour ça que j'ai dit avant de commencer qu'en fait on avait vu que l'immortalité c'était plus ou moins on pourrait dire l'ultime conception de la mortalité. Oui, c'est pas vraiment une question, mais je vous suis sur tout le raisonnement. Et à la fin, quand vous dites, au final, ce qui nous est important sur le fait de même plus pouvoir être narcissique, c'est là où je suis plus d'accord. Ce qui nous serait à ce moment-là le plus insupportable dans cette réalité informationnelle, ces règles autour de ce travail. Pourquoi, d'après vous, je dis ça? Parce que pour pouvoir être narcissique, il faut un minimum de stabilité de notre image dans l'eau. Donc en narcissiste, regarde. Non, bien sûr, mais en fait, pardon, allez-y. D'accord. Enfin, je pense en fait au concept d'impermanence dans le bouddhisme. Et du coup, à ce moment-là, ce qui me serait insupportable, ce serait que notre réalité, c'est qu'il n'y a pas de soi. Et non pas de construction de soi. Dans notre propre nature, comme dans cette situation de vie, que cette réalité des choses nous soit insupportable. C'est là, je pense, qu'il y a ouais, alors, le problème, en même temps, même dans le bouddhisme, on parle d'impermanence, mais en même temps, on parle de karma. Et le karma est supposé définir la continuité psychique. Et donc, il y aurait une continuité psychique. Mais une continuité psychique qui est à la fois impactée et à la fois qui peut dépasser tout ce qui est justement impermanent. Et le problème dans le bouddhisme, c'est que le psychisme se réduit à ce qui le touche en le confondant avec lui. Et c'est ça qu'on appelle dans le bouddhisme le désir, justement, et la souffrance. C'est ce qui engendre le désir et la souffrance. D'ailleurs, on ne va pas détailler sur le truc, mais ce qu'on appelle les 3 poisons dans le bouddhisme, qui est le moteur du karma. Voilà.